Le matin où mon mari s'est précipité hors de la maison à 6 heures, je savais déjà qu'il n'allait pas au bureau. Je le savais depuis 3 semaines, mais je suis quand même resté devant la fenêtre de la cuisine, mon café à la main, à regarder sa voiture disparaître au bout de la rue, et je l'ai laissé penser que je croyais chaque mot qu'il disait. Réunion d'urgence du conseil d'administration, m'avait-il dit en réajustant déjà sa cravate dans le miroir de l'entrée. Ne m'attends pas ce soir. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et pris une gorgée de mon café. Sa sœur, Béatrice, était assise à la table de la cuisine derrière moi. Elle me regardait le regarder partir. Elle n'a rien dit non plus. Mais quand je me suis enfin retourné, elle m'a jeté un regard qui disait tout ce qu'aucune de nous n'était encore prête à formuler à voix haute. Béatrice avait 44 ans. Elle souffrait de sclérose en plaques, diagnostiquée il y a 3 ans, qui progressait lentement mais sûrement. Elle utilisait une canne, désormais. Certains matins étaient plus difficiles que d'autres. Mon mari, son frère, Laurent, avait été très clair après son diagnostic, il ne voulait pas que le fardeau de ses soins retombe sur notre foyer. Il avait d'ailleurs utilisé ce mot, fardeau, à table, devant elle. C'était moi qui l'avais invité à s'installer avec nous, et Laurent m'avait regardé avec ce sourire crispé qu'il arborait quand il n'était pas d'accord mais ne voulait pas se disputer en public, et il avait dit, bien sûr, comme tu juges le mieux, Céline. C'était il y a 14 mois. Au cours de ces 14 mois, j'avais appris 3 choses. Premièrement, Béatrice était l'une des personnes les plus bienveillantes que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Deuxièmement, mon mari entretenait une liaison avec une femme nommée Camille, qui travaillait comme responsable de compte dans son cabinet. Et troisièmement, et c'est ce qui a tout changé, Béatrice savait exactement ce que son frère cachait dans cette entreprise depuis 2 ans. Elle ne me l'avait pas encore dit, pas directement, mais j'avais rassemblé les pièces du puzzle à partir de petits détails. Un coup de fil qu'elle avait pris dans le couloir, sa voix baissant d'un ton quand je passais par là. Un dossier qu'elle refermait trop vite quand j'entrais dans le salon. La façon dont elle me regardait parfois, avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité et à de l'attente. J'avais 31 ans. J'avais passé 5 ans à construire une vie dont j'étais fier. J'avais une fille, Juliette, qui avait 7 ans, était passionnée de biologie marine et m'avait récemment informé que les dauphins dormaient avec un œil ouvert. J'avais une carrière pour laquelle j'avais travaillé dur. J'étais analyste financière senior dans un cabinet de conseil en santé. J'avais une maison dans laquelle je m'étais investi corps et âme, un mariage auquel j'avais sincèrement cru. Et puis j'ai trouvé les emails. Je n'avais pas fouillé. Je veux être clair là-dessus, car c'est important pour moi. Je cherchais un reçu de restaurant pour notre compte de dépenses communes quand j'ai ouvert le mauvais dossier sur l'ordinateur familial. Les emails étaient là, 47 au total, remontant à 8 mois, entre Laurent et Camille. J'en ai lu suffisamment pour comprendre de quoi il s'agissait. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur, je suis monté, je me suis assise au bord de notre lit et j'ai fixé le mur pendant très longtemps. Juliette était à l'école. Béatrice était à sa séance de kinésithérapie hebdomadaire. La maison était plongée dans un silence absolu. Je suis resté assise là pendant 2 heures. Quand je me suis enfin levé, quelque chose s'était apaisé en moi au pas de la colère, ou pas seulement de la colère, quelque chose de plus froid et de plus calculé que ça. J'ai pensé à ce que j'avais, à ce que je n'avais pas, à ce que je pouvais prouver et à ce dont j'avais besoin. J'ai pensé à Juliette et à ce à quoi devraient ressembler les 10 prochaines années de sa vie. J'ai pensé à Béatrice, à sa canne, et à la façon dont Laurent avait prononcé le mot « fardeau » sans sourciller. Et j'ai pris une décision. Je n'allais pas confronter Laurent. Pas encore. Je n'allais pas pleurer, accuser ou exiger. Je serais patiente. Je serais intelligente. Et le moment venu, je ne demanderai qu'une seule chose. Le moment est arrivé 6 semaines plus tard. C'était un dimanche après-midi. Juliette était à la fête d'anniversaire de sa meilleure amie. Béatrice faisait la sieste. Laurent est descendu dans une bonne humeur, une humeur suspecte, le genre d'humeur qu'il avait quand quelque chose s'était bien passé pour lui et que je n'étais pas censé le savoir. Il s'est versé un verre d'eau pétillante, s'est adossé au comptoir de la cuisine et a dit, d'un ton très désinvolte, « Je pense qu'il faut qu'on parle de nous. » Je me suis assise à la table de la cuisine. « D'accord, » ai-je dit. Il a parlé pendant près de 20 minutes. Il choisissait ses mots avec grand soin. Il disait des choses comme « Nous nous sommes éloignés,
je crois que nous savons tous les deux que ça ne marche plus, et je veux que nous soyons heureux tous les deux. Il n'a pas mentionné Camille. Il n'a pas mentionné les 47 emails. Il a présenté la fin de notre mariage comme une conclusion mutuelle, naturelle et tout à fait raisonnable à laquelle deux adultes matures étaient simplement arrivés ensemble. Je l'ai laissé terminer. Puis j'ai dit, je pense que tu as raison. Il a cligné des yeux. Il s'attendait manifestement à plus de résistance. Je ne vais pas me battre là-dessus, ai-je dit. Je ne veux pas d'une procédure longue et sordide. Je ne veux pas d'avocat qui se hurle dessus pendant des mois. Je suis prête à faire simple. J'ai croisé les mains sur la table. J'ai une seule condition. Il s'est légèrement penché en avant. Laquelle? Je veux emmener Béatrice avec moi. Le silence qui a suivi a duré environ 4 secondes. Puis Laurent a ri, non pas par cruauté, mais plutôt comme un réflexe, comme si quelque chose l'avait sincèrement surpris. Céline, je suis très sérieuse. Je renoncerai à ma part sur la maison. Je ne demanderai pas la moitié des actifs de ton entreprise. Je veux une pension alimentaire raisonnable pour Juliette, et je veux que Béatrice vienne vivre avec moi. C'est tout. Il m'a dévisagé pendant un long moment. Je voyais les calculs s'opérer dans ses yeux. La maison valait cher. Les parts de son entreprise valaient considérablement plus. Les coûts continus des soins de Béatrice, les médicaments, les rendez-vous chez les spécialistes, les aménagements dont elle aurait besoin à mesure que sa maladie progresserait. Ces chiffres l'avaient déjà fait grimacer plus d'une fois à table. Tu comprends que ces soins coûtent cher, a-t-il dit lentement. Je le comprends parfaitement. Une autre pause. Et tu es sûr que c'est tout ce que tu veux? C'est tout ce que je veux. Il a accepté si vite que ça m'a presque coupé le souffle. Il m'a serré la main, m'a vraiment serré la main, comme si nous venions de conclure un accord commercial, et en l'espace de 4 jours, nous avions signé un accord de séparation. Il avait viré 8 000 € sur mon compte en guise d'arrangement à l'amiable, et il souriait quand il l'a fait, il souriait sincèrement. Je me souviens avoir pensé, profite en tant que ça dure. Béatrice et moi avons emménagé dans un appartement de 3 pièces de l'autre côté de la ville. C'était plus petit que la maison, plus calme, baigné de la lumière de l'après-midi. Juliette a décoré sa chambre avec des animaux marins découpés dans des magazines et soigneusement collés au mur. Béatrice a installé ses affaires dans la deuxième chambre, et lors de son premier matin, elle est venue dans la cuisine et nous a préparé du pain perdu pour toutes les trois. Nous nous sommes assis ensemble à la petite table près de la fenêtre, et personne n'a dit grand-chose, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de respirer normalement. 3 jours plus tard, Béatrice m'a demandé de m'asseoir avec elle après que Juliette soit allée se coucher. Elle tenait un dossier sur ses genoux. J'ai essayé de trouver le bon moment pour te le dire, a-t-elle dit. Ses mains étaient très immobiles. J'aurais dû en parler plus tôt. Je veux que tu saches que je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je me suis assise en face d'elle. Dis-le-moi maintenant, ai-je dit. Elle a ouvert le dossier. Ce qu'il contenait m'a pris près d'1 heure à assimiler complètement. Depuis 2 ans, Laurent falsifiait systématiquement les performances financières de Fournier Conseil, le cabinet qu'il avait cofondé avec un associé nommé Gilles Fournier, pour tromper leurs investisseurs externes. Il avait gonflé les chiffres d'affaires, dissimulé des dettes et détourné des fonds via un compte secondaire dont Gilles ignorait tout. L'argent ne disparaissait pas exactement, il était utilisé, mais pas pour l'entreprise. Des travaux de rénovation sur une propriété que Laurent possédait sous une autre SARL. Une voiture. Des voyages. Et, comme je l'ai compris en lisant, des cadeaux coûteux, le genre qu'on offre à quelqu'un qu'on essaie d'impressionner. Béatrice l'avait découvert par accident 18 mois plus tôt, lorsque Laurent lui avait demandé, lors d'une visite avant que sa maladie ne s'aggrave, de l'aider à classer des dossiers. Elle était perspicace, méticuleuse, et elle comprenait les documents financiers, ayant passé 20 ans comme directrice d'hôpital avant son diagnostic. Elle avait immédiatement compris ce qu'elle avait sous les yeux. Elle l'avait confronté en privé. Il lui avait répondu qu'elle interprétait mal les chiffres. Lorsqu'elle avait insisté, il lui avait dit que si elle rendait quoi que ce soit public, il s'arrangerait pour qu'elle perde l'accès à la mutuelle santé dont elle dépendait, via son contrat à lui, la mutuelle que je gérais pour elle depuis qu'elle s'était installée chez nous. Celle dont il avait déjà menacé de la radier 2 fois en passant, en présentant toujours cela comme une simple réflexion pratique sur les coûts.
Il avait fait du chantage à sa propre sœur malade pour acheter son silence. J'ai encaissé cela pendant un long moment. Tu ne l'as pas mal interprété, ai-je fini par dire. Non, a répondu Béatrice, en effet. Combien? Elle m'a annoncé le montant. J'ai hoché la tête lentement. Et Gilles n'en a aucune idée. Aucune. Il pense que le cabinet traverse une mauvaise passe à cause des conditions du marché. Laurent lui raconte des histoires depuis 2 ans. J'ai regardé le dossier sur mes genoux. Puis j'ai regardé Béatrice. Pourquoi me le dire maintenant? Tu n'es plus sur sa mutuelle. Il ne peut plus te menacer. Elle a croisé mon regard. Parce que tu méritais de le savoir avant de signer quoi que ce soit. Et j'avais trop peur de te le dire avant. Elle a fait une pause. Et parce que ce qu'il t'a fait, ce qu'il a fait ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'était juste. J'ai tendu le bras et couvert sa main avec la mienne. D'accord, ai-je dit. Voici ce que nous allons faire. Je veux être clair sur un point. Je ne cherchais pas à me venger. Ce n'est pas qui je suis, et ce n'était pas le but. Ce que j'ai fait, c'est chercher un avocat. Elle s'appelait Maître Valérie Dubois, et elle m'avait été recommandée par un collègue de travail qui l'avait décrite comme le genre de personne qu'on veut avoir dans son camp, et qui est terrifiante en tant qu'adversaire. Je l'ai rencontrée le mardi suivant. J'ai amené Béatrice et le dossier. Valérie a tout lu 2 fois, nous a posé à toutes les deux une série de questions très précises, puis s'est adossée à sa chaise et a dit, c'est de la fraude financière. C'est aussi un abus de confiance envers son associé. Et selon la façon dont ces accords d'investissement ont été rédigés, potentiellement un détournement de fonds. Elle m'a regardé. Avez-vous signé une clause de confidentialité dans le cadre de votre séparation? Non. Parfait. Elle a regardé Béatrice. Êtes-vous prête à faire une déposition officielle? Béatrice s'est redressée sur sa chaise. Oui, a-t-elle dit, je le suis. Valérie a déposé une plainte auprès des autorités de régulation financière un jeudi. Dès le lundi suivant, Gilles Fournier était contacté. Le mercredi, son propre avocat lançait une action civile parallèle. En moins de 3 semaines, les comptes de Fournier Conseil ont été gelés dans l'attente d'une enquête, et Laurent a reçu une notification officielle l'informant qu'il faisait l'objet d'une enquête pour fraude financière. J'en ai d'ailleurs entendu parler par Juliette. Elle avait entendu Laurent au téléphone pendant qu'elle était chez lui pour son week-end de garde, et elle est rentrée à la maison en me disant très sérieusement que papa criait et que son visage était tout rouge. Je lui ai expliqué que parfois, les adultes avaient des situations stressantes au travail. Elle a accepté cette explication et est retournée à son livre sur les tortues de mer. Je ne vais pas prétendre que les mois qui ont suivi ont été faciles. Ils ne l'ont pas été. L'enquête s'est éternisée. Il y a eu des appels de l'avocat personnel de Laurent, d'abord agressifs, puis de moins en moins. Il y a eu des semaines où j'étais d'une fatigue à vous glacer les os, où je m'asseyais à la table de la cuisine après que Juliette et Béatrice se soient endormies, et où je fixais le vide pendant un long moment. Mais la vérité a sa propre dynamique. Une fois qu'elle est en marche, elle n'a pas besoin de vous pour avancer. La relation de Laurent avec Camille n'a pas survécu à l'effondrement financier de sa vie professionnelle. Je l'ai appris indirectement par un ami commun qui m'a raconté, avec une excitation mal dissimulée, que Camille s'était discrètement retirée de la situation environ 6 semaines après que l'enquête ait été rendue publique. Laurent, dépouillé de l'image qu'il avait si soigneusement construite, n'était apparemment plus ce pourquoi elle avait signé. Je ne vais pas prétendre que je n'ai rien ressenti en apprenant cela, mais ce que j'ai ressenti n'était pas exactement de la satisfaction. C'était quelque chose de plus calme, la reconnaissance que certaines choses finissent par se corriger d'elles-mêmes si on leur laisse assez de temps. Ce que j'ai ressenti beaucoup plus clairement, c'était du soulagement. Pas face à l'effondrement de la vie de Laurent, mais face au fait que la mienne ne semblait enfin plus s'écrouler. Parce que voici à quoi ressemblait ma vie 8 mois après la séparation. J'avais un travail dans lequel j'excellais et une fille qui me confiait des choses. J'avais un appartement où la lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre de la cuisine exactement avec le bon angle en fin de journée. J'avais Béatrice, qui préparait du pain perdu le dimanche matin, qui apprenait à Juliette à jouer au rami, et qui était devenue, de manière que je découvrais encore, l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Juliette a eu des difficultés au début. Je ne veux pas minimiser cela. Elle avait 7 ans, son monde s'était réorganisé, et elle n'avait pas les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait.
Elle a été plus silencieuse que d'habitude pendant un moment. Elle m'a demandé une fois, dans la voiture en allant à l'école, pourquoi notre famille avait l'air différente maintenant. Je lui ai dit que les familles prenaient plein de formes différentes et que la nôtre était toujours entière, juste disposée différemment. Elle y a réfléchi. Puis elle m'a dit que son maître lui avait appris que les étoiles de mer pouvaient faire repousser leurs bras si elle les perdait. C'est vrai, ai-je dit. Alors ça va aller pour nous, a-t-elle dit. Ça va aller, ai-je dit. Elle a recommencé à regarder par la fenêtre. J'ai conduit le reste du trajet jusqu'à l'école, les mains très stables sur le volant et les yeux très attentivement fixés sur la route. L'affaire civile a été réglée 14 mois après le début de l'enquête. Je n'entrerai pas dans les chiffres exacts, non pas pour protéger Laurent, mais parce que les chiffres ne sont pas vraiment le sujet. Ce que je dirais, c'est que Valérie était très douée dans son travail, que l'accord conclu reflétait ce qui avait été réellement volé, et que le fond d'études de Juliette n'est plus un sujet qui m'empêche de dormir la nuit. Laurent n'est pas allé en prison. L'enquête a conclu que la fraude, bien que délibérée, n'avait pas atteint le niveau requis pour des poursuites pénales, une conclusion qui a considérablement frustré les avocats de Gilles Fournier. Laurent a payé de lourdes sanctions financières, s'est vu interdire d'occuper un poste de direction dans toute entreprise cotée en bourse pendant 7 ans, et a perdu ses parts de cofondateur dans Fournier Conseil, que Gilles a par la suite reconstruit sous une nouvelle direction. Béatrice m'a dit, quand tout a été terminé, qu'elle se sentait plus légère. J'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. Sa CEP a continué de progresser, comme c'est dans la nature de la maladie. Il y a des matins plus difficiles et d'autres plus cléments. Elle a un nouveau spécialiste maintenant, un que j'ai trouvé après 3 semaines de recherche, qui lui administre un protocole de traitement qui a considérablement ralenti la progression. Elle a des bons jours, elle a des mauvais jours. Dans les deux cas, elle reste elle-même, vive, drôle, discrètement généreuse d'une manière qu'elle ne cherche jamais à mettre en avant. Un dimanche matin, environ 1 an après notre emménagement dans l'appartement, Juliette et Béatrice jouaient au rami à la table de la cuisine pendant que je faisais couler le café, et Juliette a accusé Béatrice de tricher, et Béatrice a répondu « jamais de la vie ». Avec une innocence si théâtrale que Juliette a éclaté de rire, et je suis resté debout au comptoir, le dos tourné vers elle, à simplement écouter le son de ce rire en me disant « ça, c'est ce que j'ai choisi. C'est ce que j'ai obtenu ». Juliette a 9 ans maintenant. Elle veut devenir biologiste marine, et plus précisément travailler avec les belugas, une préférence qu'elle a développée après avoir regardé un documentaire et m'avoir longuement expliqué que les belugas étaient en fait très sociables et communicatifs. Et qu'ils ont probablement des opinions sur les choses, maman. Je lui ai dit que je n'en doutais absolument pas. Elle voit son père un week-end sur 2 et pendant les vacances scolaires. Ce n'est pas une organisation parfaite, et certaines visites se passent mieux que d'autres, mais elle est aimée et elle le sait, et elle est en train de devenir, de façon visible et certaine, exactement la personne qu'elle est censée être. Je la regarde parfois avec l'attention particulière que l'on porte aux choses importantes et irremplaçables, cette attention qui naît de la conscience que tout pourrait si facilement être différent. Au printemps dernier, elle est rentrée d'un week-end chez Laurent et s'est assise à la table de la cuisine, très silencieuse. À cause de ce silence, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Puis elle a dit, « Papa m'a dit que c'était toi qui lui avais attiré des ennuis, avec les histoires de l'entreprise. » Je me suis assise en face d'elle. J'ai bien réfléchi à ce que je voulais dire. Ton père a fait des choix qui ont causé des problèmes, ai-je dit, et il y a eu des conséquences à ces choix. C'est comme ça que ça marche. Elle y a réfléchi. Elle avait les yeux de sa grand-mère, la mère de Laurent, sombres et perçants. Tu étais en colère contre lui? Pendant un moment, ai-je répondu honnêtement. Tu le hais encore? J'ai réfléchi. Non, ai-je dit, plus vraiment. Elle a semblé s'en contenter. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a ajouté, tante Béatrice a dit que tu t'étais battue pour elle quand personne d'autre ne l'a fait. J'ai regardé ma fille. Tante Béatrice compte beaucoup pour moi. Elle compte beaucoup pour moi aussi, a dit Juliette. Puis elle s'est levée, a pris une pomme dans le panier sur le comptoir et est partie retrouver Béatrice pour leur revanche au rami, avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà fait le point sur ce qu'elle ressentait et n'avait pas besoin d'en discuter davantage. Je suis resté à table un moment après son départ. La lumière de l'après-midi traversait la fenêtre de la cuisine avec cet angle si particulier.
L'appartement résonnait du rire de Béatrice face à quelque chose que Juliette venait de dire. Je n'avais pas réclamé la maison. Je n'avais pas réclamé l'argent, ni les parts de l'entreprise, ni aucune des choses censées avoir de l'importance. J'avais réclamé une femme avec une canne et un dossier de documents qu'elle avait été trop effrayée de montrer à quiconque, et j'avais obtenu en retour plus que je n'aurais jamais su espérer. Laurent avait été si soulagé de me voir franchir le pas de la porte. Je repense souvent à l'expression de son visage quand je lui ai dit ce que je voulais, à la façon dont la tension avait quitté son corps, à la manière dont il m'avait serré la main. Il croyait s'en tirer à si bon compte. Il ne comprenait pas que ce qu'il me cédait des deux mains, soulagé et souriant, était la seule chose capable de causer sa perte. Et pour être honnête, je ne l'avais pas complètement compris non plus. Du moins, pas au début. Je savais juste que Béatrice comptait, qu'elle était seule, et que personne n'avait pris sa défense quand son propre frère l'avait regardé dans les yeux et avait prononcé le mot « fardeau » sans sourciller. J'ai pris sa défense et, en retour, elle m'a remis la vérité. Et la vérité, en fin de compte, s'est avérée amplement suffisante.